Parlons peu. Parlons boîte. Bonjour et bienvenue dans Parlons peu, parlons boîte, l'émission dédiée aux créateurs d'entreprises, aux indépendants et aux dirigeants de start-up. Alors comme vous le savez, se lancer dans la vie professionnelle n'est pas toujours facile, que ce soit par peur de se lancer ou par peur de tout quitter, il n'est jamais évident de franchir le pas. C'est pourquoi nous recevrons des invités qui vous feront partager leur expérience professionnelle, mais aussi leurs conseils avisés. Place maintenant au sommaire. Dans la première chronique de cette émission, la boîte à événements, nous découvrirons un événement lié aux jeunes entrepreneurs. Ensuite, coup d'œil sur un entrepreneur, son travail et ses clés du succès. Dans la seconde chronique, la boîte à conseils, nous dévoilerons les questions des internautes aux invités. Puis, une ouverture sur un débat sera lancée entre les invités et notre équipe. Pour finir, le Fast-Cam, une courte interview sur des spécialistes du sujet. Alors, toujours accompagnée de mon équipe de chroniqueuses, composée de Laura Potron, Bonjour. bonjour, et de Cécile Tafani, Bonjour. qui vont nous présenter maintenant dans leur chronique La boîte à événements, le salon SME. Et oui, on ne pouvait pas faire cette chronique sans parler de l'événement phare de cette rentrée, celui auquel tous les entrepreneurs ou futurs entrepreneurs doivent assister, c'est le SME, le Salon des micro-entreprises. Donc il se déroulera à Paris le premier week-end d'octobre au Palais des Congrès. Et ce qu'il s'agit de dire, c'est que particulièrement, c'est la 20e édition cette année de ce salon, donc une année très importante. Le thème principal sera celui du progrès, ce n'est certainement pas un hasard. Alors, en quelques chiffres, le SME, c'est quoi ? C'est 150 exposants, c'est plus de 500 experts du monde de l'entrepreneuriat et surtout, c'est 150 conférences en accès libre. Mais du coup, Cécile, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce salon ? Alors, on y trouve du coup des entrepreneurs, des créateurs d'entreprises, mais également des consultants freelance, des coachs, des auto-entrepreneurs ou des gens qui seraient intéressés par l'entrepreneuriat. Tout ça dans le but d'échanger et de partager leurs expériences professionnelles. Et est-ce qu'il y a un objectif finalement dans ce salon ? Alors l'objectif principal, c'est de mettre à l'honneur l'entrepreneuriat français dans sa globalité. Donc de plus en plus d'experts s'entendent à dire que la France serait un vrai Eldorado des entrepreneurs. On la surnomme même la Startup Nation. Donc ce qui est quand même intéressant dans ce salon, c'est qu'il révèle que l'entrepreneuriat ne se limite pas seulement aux jeunes startups à la pointe de la technologie, comme on l'entend, mais plutôt, il y a aussi un gros côté sur l'artisanat, qui reste encore une des dominantes du salon. Donc on y trouve aussi un côté sur les franchisés. Donc qu'est-ce que les franchisés ? Ce sont des entrepreneurs qui souhaitent bénéficier d'un réseau, d'une entreprise, et exploiter donc son image et ses produits. Et l'objectif aussi dont on peut parler, c'est du coup bien évidemment de permettre aux entrepreneurs de booster leur activité et de repartir avec tous les conseils cruciaux pour mener à bien son projet. On peut vraiment dire que le SME, c'est l'événement expertise de l'année autour de l'entrepreneuriat. Parce qu'évidemment, on se dit bien que pour lancer sa boîte, il ne suffit pas juste d'avoir l'idée et l'envie. Donc justement, ça existe depuis 20 ans. Donc le SME montre vraiment une volonté d'être toujours au cœur de l'actualité. Donc avec notamment des personnalités phares justement dans le monde de l'entrepreneuriat, donc avec notamment Guillaume Gibaud, donc on verra un reportage sur lui tout à l'heure. Donc c'est le créateur du slip français, donc, ou encore même Chef Damien, qui est le cofondateur de 750 grammes, ou encore Céline Lazorte, qui est la fondatrice du groupe Litchi, les petites cagnottes. Oui, on connaît tous d'ailleurs, je pense. Ouais. Et au niveau de l'actualité, on peut aussi parler des conférences qui sont orientées sur des thématiques très actuelles, comme par exemple le bien-être au travail, dont on entend de plus en plus parler et qui est un critère très important pour les entreprises qui souhaitent attirer des prospects, ou encore la conquête du web et des réseaux sociaux, qui est un véritable défi, mais de toute façon une arme indispensable aujourd'hui pour les entreprises. Autre véritable thématique très importante sur ce salon cette année, celle de la femme, qui va nous intéresser, nous plus particulièrement dans l'émission. Finalement, est-ce que si on n'est pas entrepreneur, on peut quand même se rendre à ce salon ? Alors la réponse est oui, justement, ce salon est ouvert à tous, même s'il s'adresse beaucoup plus aux entrepreneurs, aux dirigeants de petites entreprises ou encore même à ceux qui ont le projet d'entreprendre. Tout le monde reste le bienvenu à ce salon et qui sait, ça leur donnera peut-être des idées de devenir entrepreneur un jour. Donc avec Laura, on s'est rendu sur le site pour avoir juste un peu plus d'informations. Ce qui est assez intéressant sur ce site, c'est que dès à présent, vous pouvez demander votre badge d'accès personnalisé, vous l'imprimez et le jour J, vous le présentez directement au salon, ce qui vous permettra de gagner un peu de temps.
Et pour information, l'inscription est gratuite. Dernier point intéressant sur le site, donc justement après notre inscription, on propose directement des thématiques de conférences en fonction de notre profil, justement, de ce qui pourrait nous intéresser ou pas. Et puis la petite touche high-tech en plus, c'est donc une fonctionnalité qui permet de bloquer nos dates dans les agendas électroniques, donc pour ne pas oublier la date du salon. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour cette chronique. Et puis, ce salon, on va s'y intéresser davantage puisque nous allons recevoir 2 des conférencières du SME qui vont nous partager du coup leur parcours et leur expérience professionnelle. Alors, j'accueille sur mon plateau Marielle Barbe. Bonjour. Bonjour Iris. Bonjour. Et Candice Gatti. Bonjour Iris. Alors, Marielle Barbe, vous êtes ce que l'on appelle une slasheuse. Alors, si vous ne connaissez pas ce terme, il fait référence à la barre oblique et concrètement, il met en exergue le fait que vous exercez plusieurs métiers. Je ne suis pas seule à être slasheuse. Hein. Oui, c'est vrai, il y a une communauté derrière. Exactement. Donc, vous êtes à la fois consultante, /coach, /formatrice, /auteur, donc avec le livre Profession Slasher que vous avez écrit, Absolument. mais également conférencière. Votre rôle consiste à accompagner aussi bien les particuliers en valorisant leurs multiples talents professionnels que les professionnels sur des missions transverses. Exactement. Donc, je passe à vous maintenant, Candice. Vous êtes ce que l'on peut appeler une femme aux multiples casquettes, puisque vous êtes diplômée d'un master management de grande école. Votre côté humain vous rapproche naturellement du bien-être des personnes. Vous avez également créé une méthode de coaching bio inspirée de C'est génial, permaculturez-vous. Alors, en fait, c'est une méthode de coaching bio-inspirée, inspirée donc de la permaculture, D'accord. qui se nomme C'est génial, permaculturez-vous. D'accord, merci pour ces indications. Vous êtes dans le rétablissement, le maintien et l'amélioration du bien-être physique et psycho-émotionnel des personnes. Oui. Et vous accompagnez dirigeants et entrepreneurs dans le développement de leurs performances et la réalisation de leur plein potentiel. Absolument. En fait, je suis comme Marielle slasheuse et j'accompagne à la fois les particuliers et les organisations pour améliorer leurs performances et qu'elles s'alignent en fait entre leurs besoins profonds et la réalisation de leurs objectifs professionnels dans une approche holistique, c'est-à-dire vraiment cette approche globale où on va rechercher l'épanouissement dans tous les domaines. D'accord, très bien. En tout cas, c'est une belle beau challenge. Exactement. Alors, j'avais une première question pour vous, Marielle. Je me demandais, vous, ça vous est venu comment, l'idée de vous mettre à entreprendre et à la fois d'accompagner les personnes dans leurs projets professionnels? Alors, c'est une bonne question que je ne me suis jamais posée. Ah. Je ne me suis pas dit un jour, ah tiens, je vais être entrepreneuse, pas du tout. Je pense que je le suis devenue vraiment au fil du temps parce que justement l'entreprise et être salariée ne me permettait pas de pouvoir déployer tous mes potentiels, de pouvoir explorer plusieurs facettes de ma personnalité. Mais en fait, déjà, j'avais un boulot qui me permettait de slasher au travers de 4 activités différentes dans cette mission. Pourquoi j'accompagne des gens aujourd'hui ou des organisations mais c'est finalement pour répondre aux besoins moi, que j'ai rencontrés quand ce sont des particuliers, pour les aider justement à assumer qu'ils peuvent avoir un profil beaucoup plus hybride et beaucoup plus riche que ce qu'on veut bien leur laisser croire. Ouais. Et puis pour les organisations, c'est aussi de les aider à décloisonner un petit peu tous les silos dans lesquels elles s'enferment elles-mêmes et qui permettent de justement plus de porosité avec de la flexibilité, de la transversalité, de la mobilité en interne, pour faire émerger aussi des talents et contribuer à venir un peu compenser ce fameux gâchis de talent, donner un peu plus de motivation aux gens parce qu'on va leur permettre de déployer d'autres cordes à leur arc, etc., etc. Candice, par exemple, pour vous, quels sont les bons critères pour être une bonne life coach? Alors que ça soit life coach, donc pour décrire vraiment, on parle de coach de vie, on parle aussi de coach humaniste, hein, ça peut être un autre courant, ou que ce soit pour un coach professionnel. Pour moi, les clés, c'est d'abord l'empathie. Ensuite, c'est cette capacité d'analyser rapidement le contexte dans lequel se trouve la personne, sa problématique, les objectifs, cerner vraiment les objectifs réels que la personne vient chercher. La capacité aussi de bien savoir questionner. C'est souvent par le questionnement, l'art du questionnement,
faire que la personne puisse réfléchir objectivement, avec des questions pertinentes ou avec vraiment ce regard extérieur. Et ensuite, c'est d'essayer de trouver les solutions les plus adaptées en fonction de la sensibilité, en fonction du référentiel de la personne, les outils qui sont les plus rapidement déclencheurs de changement. C'est-à-dire vraiment le coaching, c'est s'appuyer sur les ressources, les forces et révéler les talents qui sont souvent en sommeil ou qui ont été malheureusement abîmés, fragilisés par des expériences douloureuses. Ouais. Donc vous êtes toutes les deux intervenantes au Salon des micro-entreprises dans le cadre de la thématique autour de la femme. Est-ce que vous considérez que l'entrepreneuriat est un nouveau combat pour les femmes dans le monde du travail? Pourquoi les femmes, c'est quoi les critères? Il suffit de questionner un petit peu la place de la femme dans la société, dans l'histoire, depuis des millénaires et des décennies. Et pour qui dirige, qui a envie de garder sa place, son pouvoir, qui a le pouvoir. Enfin voilà, donc on bouge, ça bouge. Hein. On a quand même eu le mouvement MeToo qui aussi contribue à faire bouger les choses. Mais bon, il y a encore du chemin à faire. Oui. Et pourtant, à mon sens, les femmes sont les plus adaptées pour être de super entrepreneuses parce que de tout temps, elles ont... on me demande souvent, mais est-ce que les femmes sont s'il y a plus de femmes slasheuses que d'hommes? Je dirais que oui, par nature, une femme, elle sait jongler en permanence entre ses enfants, son job, sa maison, ses enfants malades, le téléphone d'un côté, le bébé qu'elle allait de l'autre, etc. Donc ça, on sait faire. Un homme, les hommes, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas merveilleux et qu'ils ne savent pas faire aussi plein de choses, mais culturellement, naturellement, on les a, ils sont moins habitués à jongler avec. Il n'y a qu'à voir en général. Quand un enfant est malade, c'est souvent la femme qui pose un congé maladie. Oui. Voilà. Effectivement. Est-ce que vous auriez 3 conseils de base que vous pourriez nous donner pour être organisé et motivé dans son travail? Alors, 3 conseils. Déjà, c'est savoir où on va. Quelle est la vision qu'on a, l'objectif? Alors, je dirais le but, d'abord, c'est on a un cap à se fixer et une clarté mentale sur où je vais. Donc, quel est le sens de ce que je fais? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux entreprendre? Et quel est le point que je veux atteindre? Ensuite, c'est de définir des objectifs précis. Alors, on peut parler de SMART, SMARTER. Moi, dans ma méthode, je les appelle les perma-targets. Donc, c'est vraiment... L'idée, c'est d'avoir des objectifs qui sont clairs, qui sont datés, qui sont mesurables, etc. Donc, vraiment, ça, c'est très important. Et puis, avoir un plan d'action daté, précis. Il faut vraiment rentrer dans l'action et le concret tout de suite. Donc, ça, c'est... pas attendre et... Il vaut mieux commencer petit, en rêvant grand, mais commencer pas à pas. C'est très très beau. Je pense qu'on va retenir cette formule. En fait, c'est vrai que quand on s'intéresse à votre parcours, à toutes les deux, j'en parlais tout à l'heure dans la chronique, on voit que la question du bien-être au travail est très centrale chez vous. Et c'est vrai que c'est une question qu'on entend aussi de plus en plus dans l'actualité business. Et justement, c'est vrai qu'on peut se demander comment vous arrivez, vous, ou comment vous préconisez de lier bien-être au travail et entrepreneuriat. C'est vrai que, de fait, on a tendance à s'imaginer que l'entrepreneuriat peut faire l'objet de stress, etc. Donc, comment justement on arrive à lier ces deux Moi, choses. déjà, je ne fais pas une coupure aussi grande. C'est-à-dire que pour moi, quand on entreprend et qu'on monte un projet qui fait sens pour soi et qui fait sens pour le bien-être et enfin, en tout cas la société, fatalement, on y trouve du plaisir et donc ça contribue à son bien-être. Après, effectivement, quand on est chef d'entreprise, le risque, c'est de se laisser déborder par 10 milliards de choses à faire, l'administratif, le commercial, etc. etc. Ce que j'ai appris avec l'expérience, c'est aussi à prioriser. Donc ça rejoint ce que vous disiez, mais aussi à accepter que on ne peut pas tout faire, mais que parfois il y a besoin de tout faire. Donc comment je délègue? Comment aussi je refuse certaines choses? Parce que quand on est entrepreneur, on se dit mince, il faut que j'ai quand même mon chiffre d'affaires à la fin du mois, à la fin de l'année. Donc parfois on prend tout, mais on prend des choses qui parfois sont chronophages, ne nourrissent pas notre bien-être, justement, ne nourrissent pas le sens. Donc parfois il vaut mieux apprendre à dire non. Et finalement, derrière arrivent souvent des choses qui se font beaucoup plus sens et qu'on fait avec plus de facilité. Et donc, c'est aussi à apprendre quand on est chef d'entreprise. C'est pas simple à savoir dire non à certaines missions, savoir déléguer
Moi, j'ai beaucoup fonctionné aussi avec du troc au début. Je t'échange un coaching contre de la création graphique, etc. C'est original du coup. Oui, mais en fait, aujourd'hui, c'est de et de travailler, et de travailler aussi avec des personnes qui sont partenaires, sans créer forcément une entreprise, mais de se dire, tiens, moi, je ne suis pas très douée pour ça, mais voilà, telle personne est super douée, et puis moi, je suis plus douée pour ça, donc je ferai cette part pour lui. Et finalement, on gagne du temps parce qu'on ne s'acharne pas à faire des choses pour lesquelles on n'a ni l'envie, ni les compétences. C'est ça, il faut jouer sur la complémentarité des compétences un peu de chacun. Après, un point clé aussi, c'est vrai que quand on se lance dans les premières phases de démarrage, il y a vraiment cette envie, cette détermination, il y a beaucoup d'enjeux, donc on aura tendance peut-être à passer 24/24, entre guillemets, à consacrer tout son temps libre et donc ne même plus avoir de week-end, de vacances, etc. Et il est là l'écueil. C'est parce que là, le risque de burn-out arrive très vite. Donc, c'est tout de suite prendre des bonnes habitudes, tout de suite essayer de mettre en place une organisation avec une gestion du temps. On peut s'appuyer sur la matrice Eisenhower pour prioriser entre le caractère urgent et important. On peut utiliser la métaphore des gros cailloux. Donc, on commence par ce qui est le plus crucial en fait, pour son activité. Donc, toujours aller à l'essentiel, déléguer effectivement ce qui peut l'être. Ça, ce sont des super outils parce que la clé, c'est une super organisation. Et je reviens sur la question effectivement du sens. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose qui vous inspire et qui vous passionne, vous allez dépasser tous les obstacles plus facilement. Et alors, ce qu'on peut faire aussi dans la semaine, c'est prendre un rendez-vous avec soi-même, c'est-à-dire s'imposer des créneaux où l'entrepreneur que vous êtes, eh bien, on lâche tout en fait. C'est vraiment un retour à soi. Et c'est la bulle d'oxygène indispensable, mais à mettre en place dès le démarrage. J'allais rebondir là-dessus, ce sont des rituels en fait. Moi j'ai un rituel, c'est tous mes anniversaires, je mets une croix et c'est une journée que je m'offre pour moi. Et c'est la chance qu'on a quand on est entrepreneur. Et d'avoir des sortes de rituels comme ça qui sont des, ce que vous disiez, des respirations qui font que on ne s'oublie pas. Et par rapport à l'organisation aussi, ce qu'il faut penser, c'est que souvent, là, on parle d'entrepreneurs solo. Et donc, c'est que la pérennité de l'entreprise, elle repose sur la santé de l'entrepreneur, son bien-être, et dans sa tête et dans son corps. Donc, il faut vraiment prendre soin et du physique et du psycho-émotionnel. On récompense chaque petit pas. Le premier pas est aussi important que le dernier. Eh bien, justement, nous avons réussi à trouver l'exemple parfait, celui qui arrive à concilier les deux. Donc, on en a parlé tout à l'heure. On parle de Guillaume Gibaud, donc fondateur du Slip Français, une entreprise 100% française créée en 2011, qui est dans la production de sous-vêtements et des accessoires. Je vous laisse maintenant découvrir son portrait en images. Bienvenue à la Maison du Slip, l'antre de Guillaume Gibaud. À 33 ans, il est à la tête d'un empire. J'ai lancé le slip français il y a 8 ans maintenant, et le slip c'est un mot magique, donc voilà, c'est à peu près comme ça, un peu par hasard, sur un pari avec des copains que tout a démarré de se lancer dans une marque de slip. Un mot magique, mais surtout un pari fou sur le net. Et je me suis dit que la mode c'était un métier dans lequel on peut toujours créer des nouvelles marques et que clairement Internet allait bouleverser tout ça. Et le sous-vêtement c'est tout bête mais c'est petit, c'est léger et ça s'essaye pas. Un pari gagnant. Aujourd'hui, 70% du chiffre d'affaires est fait sur Internet. On va faire cette année presque 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc on est vraiment une vraie marque web très forte sur les réseaux. Pour moi, je compare souvent l'entrepreneuriat à Mario Kart. Clairement, on gagne la course quand on passe sur les flèches jaunes. Les réseaux sociaux, c'est évidemment les flèches jaunes de notre époque. Il faut les prendre, il faut savoir les prendre. Une société qui ne cesse de se développer. Guillaume Gibaud emploie désormais une 50aine de collaborateurs. Ok, très bien. J'ai postulé au Slip Français parce que c'était une toute petite, plutôt petite entreprise d'une vingtaine de personnes quand je suis arrivée. L'ambiance est super bonne puisqu'on est tous très liés, un petit peu comme une famille. Et Guillaume, il est comment comme patron ? Il accueille très bien les gens quand on arrive dans la boîte et sinon il a toujours un petit geste, un petit mot, donc vraiment très cool, le patron idéal. Patron idéal et plein d'humour. Qu'est-ce que je peux te faire comme jeu de mots ? Franchement, c'est infini. Le slip, c'est magique. Le slip, c'est chic. Le slip, qu'est-ce que c'est ? Le slip, c'est le puzzle. Le slip, c'est la vie. Mais la naissance du slip s'est faite dans la douleur.
Moi, au début, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est vraiment, vraiment la phase de tout démarrage, les 6-9 premiers mois. Donc pour le coup, j'étais vraiment auto-entrepreneur. On est tout seul, on n'a pas de produit, pas de site web, pas de carte de visite. Des difficultés qui le poussent aujourd'hui à aider les jeunes entrepreneurs. Mon conseil en général, c'est vraiment de se lancer déjà. En fait, aujourd'hui, c'est vraiment un super moment. Il y a des outils, je le disais, les réseaux sociaux, Internet, ça ouvre un champ de possibilités infini. Il y a un écosystème hyper positif. La presse, les médias au sens large, je dirais le grand public est hyper sensible à l'entrepreneuriat, à l'innovation, à la prise de risque. Il y a du financement, il y a de l'accompagnement. Voilà, les startups sont vraiment dans l'air du temps. Bien, en tout cas, ça donne envie de se lancer. On va maintenant redonner la parole à Cécile et à Laura qui vont nous présenter la deuxième chronique de cette émission. Nous sommes allés à votre rencontre la semaine dernière, vous, entrepreneurs, auto-entrepreneurs, freelance ou autres créateurs d'entreprises. Nous vous avons demandé de nous poser toutes vos questions sur le hashtag PPPB. L'idée étant que chaque semaine, nous nous efforçons d'y répondre au mieux. Alors donc aujourd'hui, nous allons profiter de la venue de nos deux expertes pour pouvoir répondre aux questions de nos internautes. Thomas, qui a 24 ans, qui est étudiant et qui souhaiterait créer son entreprise à la suite de ses études, et qui nous dit « Je n'ai pas d'expérience dans le monde du travail, j'ai peur de ne pas pouvoir assumer l'ambition de créer ma boîte. » Donc là, on est plus sur la jeunesse et la création d'entreprise. Et un manque de confiance. Et un manque de confiance. C'est ça. Je pense que c'est des critères qui sont assez, qui reviennent assez souvent de toute façon. Oui, alors après, c'est vrai que ça se travaille en coaching. Dans mon histoire personnelle, c'est vrai que j'ai toujours senti, même quand j'ai démarré mes études supérieures, que j'allais tôt ou tard créer mon entreprise. Mais j'avais une question de légitimité. Pour moi, j'avais besoin de passer dans le monde du salariat, acquérir un certain nombre d'années d'expérience. Mais ça, c'est très personnel. Aujourd'hui, ce qui est fabuleux, c'est que la génération elle a un caractère beaucoup plus audacieux. Oui. La capacité d'entreprendre, elle ne se pose pas toutes ces questions. Elle n'a pas autant d'état d'âme, d'une certaine manière. Voilà, ça, c'est... Moi, je dirais de s'inspirer aussi beaucoup, d'aller rencontrer d'autres entrepreneurs, d'aller... de faire une vraie presque étude de marché, mais dans le sens de comment tu as fait pour monter ta boîte, comment vous y êtes pris, quels ont été les écueils, quels conseils. La question, c'est vraiment de déverrouiller la résistance intérieure, c'est-à-dire toutes les peurs limitantes. Et ça, c'est vraiment un travail en coaching. C'est indispensable si on veut gagner du temps, en fait. En fait, c'est la confiance en soi et en l'autre, quoi. C'est ça. Donc du coup, dernière question qui se rapproche aussi de ce qu'on vient de dire. Donc c'est Claire, 28 ans, conseillère en cosmétique. Donc elle nous dit « J'ai remarqué qu'il y a peu de femmes dans le milieu. J'ai peur de me lancer, que faire ?» Qu'elle aille sur des événements, des meet-ups, comme le salon, des salons, SME, qu'elle rencontre des... Voilà, il y a énormément aujourd'hui de meet-up qui fleurissent tous les jours. Si on veut, matin, soir, midi, on peut aller assister à des événements. Il y a énormément d'événements qui sont liés à l'entrepreneuriat féminin. Donc, qu'elle aille se nourrir, s'inspirer, que ça lui donne justement l'audace de se lancer. Ouais. Alors c'est vrai que justement on a un chiffre assez alarmant puisqu'on se rend compte que 50% des porteurs de projets sont des femmes, seulement 30% créent leur entreprise et du coup on peut se poser la question pour les 20% restants, au final à votre avis qu'est-ce qui les empêche de créer leur société ? Alors la question de la confiance quand même chez les femmes, on l'a abordée en début d'émission. Elle revient, elle est centrale en fait. La question de sa place en tant que mère, en tant que épouse ou pas, parce qu'après on a. C'est en fait aujourd'hui, moi dans ma clientèle, je vois beaucoup de ce profil-là en fait. Oui. Mais c'est-à-dire que je pense que ça dépend. Tout est une question aussi de bonne préparation. Est-ce que le projet se présente au bon moment ? Vous avez des idées fabuleuses, mais qui sont arrivées trop tôt sur le marché et qui n'ont pas pu voir le jour. Il y a vraiment cet équilibre à trouver, en fait. Il y a une harmonie à trouver. Et dans ces cas-là, normalement, vous avez plus de facilité à réussir le lancement et le développement de votre activité. Il faut vraiment partir dans l'état d'esprit qu'on doit persévérer. Il va falloir se battre. Et que c'est un challenge au quotidien. Donc... il faut persévérer. Donc, c'est avoir confiance, croire en soi et surtout visualiser le résultat et le processus.
C'est comme un entraînement de sportifs de haut niveau. Je pense qu'il y a vraiment, alors effectivement il y a la confiance, mais je pense qu'il y a aussi une pression et un conditionnement social, culturel, etc. qui fait que voilà, il y a encore du temps pour que tout ça se dégoupille. Exactement. Et on sent quand même une volonté de mettre la femme à l'honneur dans l'entrepreneuriat français. Et cette année, par exemple, donc, le Salon des micro-entreprises a pour thème principal le progrès. Et une de ces thématiques centrales est la femme. Alors, est-ce qu'on pourrait pas se dire qu'au final, les deux ne seraient-ils pas liés ? Oui, bien sûr. Si les femmes assument qui elles sont, si les femmes arrêtent de se mettre derrière les hommes, leurs hommes, on voit bien, il y a énormément d'hommes qui portent aussi des magnifiques projets qui font sens pour la planète, mais nous, on a naturellement ce bon sens parce qu'on donne la vie, de se dire qu'il faut qu'on contribue à protéger ce qui est vivant et pas seulement nos enfants. Donc oui, je pense que si on donnait un peu plus de latitude et de place et que les femmes la prenaient, oui, je pense que la question de l'innovation, de la créativité, de la virtuosité, oui, je pense qu'on y gagnerait tous, ouais. Et Candy, justement, vous faites une conférence à ce sujet au SME. Oui. Et à l'approche de ce salon, nous sommes allés à la rencontre de plusieurs de vos confrères que nous avons interviewés. Je vous propose maintenant de découvrir ces courtes interviews en images. Aujourd'hui, pour toutes les femmes qui souhaiteraient se lancer, je leur conseille tout d'abord de se faire accompagner par une structure et de voir loin, de voir grand. Il est très important quand on est créatrice d'entreprise de faire appel à des réseaux d'accompagnement. D'investir, de pratiquer la mindfulness, qui est la version clinique de la méditation. D'oser suivre son envie d'entreprendre, d'aller au bout et de bien étudier toutes les caractéristiques et les conditions de chaque franchise qu'il peut trouver sur le marché. C'est se faire confiance et croire en soi. Parce que forcément, votre idée, votre projet, il a de la valeur et il faut y aller, il faut aller monter cette entreprise, il faut aller jusqu'au bout parce que vous avez la bonne idée. J'attends du salon SME de pouvoir rendre Force Femmes visible aux femmes qui ne la connaissent pas encore et qui ont la légitimité justement pour participer à notre accompagnement et de pouvoir présenter notre plateforme Ma Boîte qui est une plateforme en ligne d'accompagnement à la création d'activités entièrement gratuite pour toutes les femmes. Participer à SME permet à l'association Actionnelle de gagner en visibilité et de rencontrer des femmes qui souhaitent se lancer et également de renforcer les liens avec nos partenaires. C'est de pouvoir rencontrer de futurs entrepreneurs qui souhaitent rejoindre un réseau qui évolue sur un marché porteur. Par le passé, ça nous a permis de signer plusieurs contrats de franchise et on espère que cette année, ce sera encore le cas. Eh bien, c'était très intéressant. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire au revoir et surtout de vous remercier. Merci Candice, merci Marielle d'avoir été présente. Et merci à nos chroniqueuses, à Laura et à Cécile. Merci à toi. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois.